Le craquement du carreau sous mon poing fut comme l'éclatement de tout ce que je croyais savoir. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple projet de salle de bain puisse éventrer des années de secrets et de douleurs que j'avais enfouis en même temps que ce vieux sol. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Je m'appelle Hélène et j'ai 76 ans. Je vis dans le même petit 3 pièces exigu à Montreuil, en banlieue parisienne, depuis plus de 40 ans. Chaque matin, je me réveille avec les mêmes craquements du parquet, l'odeur aigre de notre vieux radiateur qui s'ébranle pour reprendre vie, et le bourdonnement lointain des rames du RER transportant des gens vers des vies que je ne peux qu'imaginer. Le papier peint de notre cuisine arbore les mêmes roses jaunes délavées que j'ai posées en 1982. Le lino du couloir gondole sur les bords, et parfois mes chaussons s'y accrochent, me faisant trébucher comme si toute ma vie était devenue un long faux pas. Mes journées s'étendent devant moi comme une avenue déserte, remplie de ce genre de silence qui vous fait siffler les oreilles. Les seuls bruits sont les pas lourds de Gérard au-dessus de moi quand il daigne sortir du lit, ou le claquement sec des portes de placard quand il cherche quelque chose dont il pourra se plaindre. Mon mari, depuis 51 ans, est devenu plus froid à chaque saison qui passe, comme si l'hiver avait élu domicile permanent dans son cœur. Ces mots sont devenus des armes, tranchantes et blessantes, conçues pour me rappeler chaque échec, chaque déception que je lui aurais soi-disant causée. Mais dernièrement, quelque chose avait changé chez Gérard. Quelque chose qui me tordait l'estomac d'inquiétude chaque fois que je le surprenais à compter des billets sur la table de la cuisine. Ses doigts usés faisant glisser des billets de 20 et de 50 euros en petites piles bien nettes. Pour un homme qui n'avait pas eu d'emploi stable depuis plus de 10 ans, qui se plaignait de chaque ticket de caisse, cet afflux soudain d'argent semblait impossible. Il fourrait l'argent dans la poche de sa veste avec un grognement satisfait, comme un secret qu'il savourait. Quand je demandais d'où cela venait, ses yeux se rétrécissaient en fente. « Ne t'inquiète pas pour ça, ma belle, » disait-il. Mais il n'y avait rien d'affectueux dans ces mots. Il suintait de cette condescendance qui vous fait vous sentir petite, invisible, sans valeur. Puis, un mardi matin gris de mars, Gérard annonça, par-dessus son pain grillé brûlé et son café soluble, qu'il allait refaire lui-même le carrelage de notre salle de bain. La façon dont il le dit, avec cette lueur suffisante dansant dans ses yeux bleu pâle, me fit marquer une pause au milieu de ma gorgée de thé. « Je vais nous faire économiser une fortune », déclara-t-il, en étalant de la confiture de mûre avec la même précision qu'il utilisait autrefois quand il travaillait comme comptable, à l'époque où il était encore fier de son travail. Ces artisans, ils vous plument jusqu'au dernier centime. Je peux faire mieux que n'importe lequel d'entre eux. J'ai eu envie de lui rappeler que sa dernière tentative de bricolage avait été d'accrocher un cadre photo qui était maintenant de travers sur le mur de notre chambre après 3 essais infructueux pour le mettre de niveau. Mais je me suis mordu la langue, j'ai avalé mes doutes en même temps que mon thé tiède. Après toutes ces années, j'avais appris que questionner Gérard ne menait qu'à des portes qui claquent et à des jours de silence glacial qui ressemblaient à une punition. Pendant des semaines, il a travaillé sur ce sol de salle de bain. Le son de son marteau contre les carreaux résonnait à travers nos minces murs à toute heure. Il en sortait couvert de poussière et de joints, arborant une expression satisfaite que je n'avais pas vue depuis des années. Il commandait des matériaux coûteux, des carreaux italiens qui coûtaient plus que notre budget mensuel d'épicerie, du joint importé qui arrivait dans de petits récipients précieux. Quand j'ai osé demander comment nous pouvions nous permettre un tel luxe, il m'a chassé d'un geste de la main comme si j'étais une mouche agaçante. « Je t'ai dit de ne pas t'en inquiéter », a-t-il lancé sèchement. « Pour une fois dans ta vie, sois juste reconnaissante. » Reconnaissante. Le mot m'est resté en travers de la gorge. Reconnaissante de quoi? De me sentir comme une étrangère dans ma propre maison? De marcher sur des œufs autour d'un homme qui, autrefois, riait de mes blagues et m'apportait des marguerites du fleuriste du coin? Mais un soir, alors que Gérard ronflait dans son fauteuil préféré à l'étage, la lueur bleue de la télévision sur son visage flasque, je me suis retrouvée debout dans notre salle de bain à moitié finie. L'air sentait la poussière et autre chose que je ne pouvais identifier,
quelque chose qui me rappelait les vieilles caves et les secrets oubliés. L'un des carreaux s'était fissuré pendant la pause, créant une ligne irrégulière qui semblait se moquer de la perfection que Gérard recherchait. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Peut-être des années de questions ravalées, des décennies à m'entendre dire de ne pas m'inquiéter. Peut-être était-ce la façon dont cette fissure semblait refléter chaque fracture de notre mariage, chaque rupture qui n'avait jamais été correctement réparée. Je suis allée à la cuisine, mes pieds nus silencieux sur le lino froid, et je suis revenue avec un marteau de la boîte à outils de Gérard. Le premier coup a envoyé des fissures en toile d'araignée sur la surface en céramique. Le second l'a complètement brisé. Mais alors que les morceaux tombaient, exposant le sous-plancher en dessous, mon souffle s'est coupé. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui n'avait rien à y faire. Une petite boîte en métal, corrodée de verre sur les bords, était nichée dans une cavité soigneusement creusée, sous l'endroit où les carreaux auraient dû être. Mes mains tremblaient en la délogeant, le métal froid et rugueux contre mes paumes. À l'intérieur, enveloppés dans du plastique jauni, se trouvaient des liasses de billets. Des centaines, peut-être des milliers d'euros en diverses coupures. Sous l'argent se trouvaient des photographies, de vieux polaroïdes de visages que je ne reconnaissais pas, et une pile de documents qui m'ont glacé le sang. Des relevés de placement, des portefeuilles d'actions, des informations sur un portefeuille Bitcoin griffonné sur des serviettes en papier de l'écriture familière de Gérard. Des chiffres qui me donnèrent le vertige, des montants qui semblaient impossibles pour un homme qui se plaignait du prix du lait. Mon mari, qui m'avait laissé prendre 2 petits boulots de femme de ménage payés au SMIC pour nous maintenir à flot quand il avait perdu son poste au cabinet comptable, était assis sur ce qui semblait être une petite fortune. Les documents racontaient une histoire que je ne pouvais pas entièrement reconstituer, mais les chiffres étaient clairs. Des investissements en bourse qui avaient rapporté de façon spectaculaire. Des achats de crypto-monnaies datant d'années qui avaient multiplié leur valeur. Des transactions immobilières dans des quartiers dont je n'avais jamais entendu parler. Et au bas de la pile, une note manuscrite de la main de Gérard. « Hélène n'a pas besoin de savoir. Laisse-la continuer à récurer les sols. » Je me suis effondrée sur le sol froid de la salle de bain, les papiers éparpillés autour de moi comme les preuves d'un crime que je ne pouvais nommer. Des larmes coulaient sur mes joues, silencieuses et chaudes, alors que le poids de sa tromperie s'abattait sur mes épaules comme une chape de plomb. Depuis combien de temps me cachait-il cela? Depuis combien de temps me regardait-il compter mes centimes à l'épicerie, choisissant entre la viande et les légumes, parce que nous ne pouvions pas nous permettre les deux, alors qu'il était assis sur des actifs valant plus que notre immeuble? Le pire n'était même pas l'argent. C'était ce que cette note révélait sur la façon dont il me voyait. Pas comme une partenaire. Pas comme quelqu'un digne d'honnêteté ou de respect, mais comme quelqu'un à gérer, à tromper, à maintenir dans l'ignorance pour sa convenance. Laisse-la continuer à récurer les sols. Laisse-la croire que nous sommes pauvres pendant que je fais des investissements et que j'accumule de la richesse comme une sorte de millionnaire secret. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongée dans notre lit, écoutant la respiration difficile de Gérard, étudiant les fissures au plafond qui ressemblaient à une carte de tous les endroits où je n'avais jamais eu le droit d'aller. Tout prenait sens maintenant. Les carreaux coûteux, son air suffisant. La façon dont il était devenu encore plus méprisant et cruel au cours des derniers mois, comme si mon ignorance l'amusait. Mais ce qui me tenait éveillée n'était pas seulement la trahison. C'était la prise de conscience de la façon dont j'avais complètement disparu de ma propre vie. Quand étais-je devenu quelqu'un à qui l'on pouvait mentir si nonchalamment? Quand mon opinion était-elle devenue si sans valeur que des décisions financières majeures pouvaient être prises sans même me consulter? Quand étais-je devenu invisible dans mon propre mariage? J'ai pensé à nos débuts, quand Gérard m'apportait des fleurs du marché du quartier, quand il me tenait la main dans le métro et me faisait rire jusqu'à ce que les autres passagers nous sourient. Nous étions si jeunes, si pleins de projets. Nous allions voyager, voir le monde, construire quelque chose de beau ensemble. Au lieu de cela, nous étions devenus des étrangers partageant la même adresse, des colocataires avec un certificat de mariage prenant la poussière dans un tiroir quelque part. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Des œufs brouillés, du pain légèrement grillé, du café qui n'était jamais tout à fait assez chaud.
Gérard est descendu en robe de chambre avec cette expression satisfaite qui était devenue si familière. Il a mangé en silence, faisant défiler son téléphone, grognant parfois son approbation à quelque chose à l'écran. « La salle de bain est jolie », ai-je dit prudemment en posant ma tasse de café. « Ses carreaux sont magnifiques. » Il a levé les yeux, surpris par le compliment. « Tu as enfin remarqué. Ça a coûté un bras, mais parfois il faut investir dans la qualité. D'où vient l'argent, Gérard ?» La question est restée suspendue dans l'air entre nous comme de la fumée. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, et j'ai vu son visage changer, la satisfaction se fondant en quelque chose de plus dur, de plus calculé. « Je t'ai dit de ne pas t'en inquiéter. Je m'en inquiète. Nous avons lutté pendant des années, et soudain tu achètes des carreaux importés comme si nous étions millionnaires. J'ai le droit de savoir d'où vient notre argent. » Il a posé sa fourchette avec une précision délibérée, de la même manière qu'il organisait son bureau lorsqu'il se préparait à annoncer une mauvaise nouvelle à un client. « Notre argent ? Tu veux dire mon argent ? Aux dernières nouvelles, tu ne contribuais pas beaucoup aux finances du ménage. » Les mots m'ont frappé comme une gifle, mais je me suis forcée à rester calme. J'ai eu 2 emplois quand tu étais au chômage. J'ai nettoyé des bureaux jusqu'à ce que mes genoux n'en puissent plus. Je nous ai maintenus à flot quand tu... Quand je quoi? Sa voix s'est élevée, provocante. Quand je traversais une mauvaise passe. Quand j'avais besoin du soutien de ma femme au lieu de ces jérémiades constantes sur les factures. Cette mauvaise passe a duré 15 ans, Gérard. Il s'est levé brusquement, sa chaise raclant contre le lino. Tu veux savoir d'où vient l'argent? Très bien. J'ai fait des investissements intelligents. J'ai acheté des actions quand les prix étaient un peu bas. Je me suis lancé tôt dans le Bitcoin. J'ai fait quelques affaires immobilières. Tu sais, le genre de choses pour laquelle il faut un cerveau. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que tu n'aurais pas compris. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose d'ambitieux, tu as trouvé un moyen de t'inquiéter à mort. Parce que j'avais besoin de me concentrer sans que tes questions et tes plaintes constantes ne me pèsent. Je l'ai regardé, cet homme avec qui j'avais partagé la plus grande partie de ma vie d'adulte, et j'ai réalisé que je regardais un étranger. De combien d'argent parlons-nous? Son sourire était froid, victorieux. Plus que tu ne pourrais en dépenser en plusieurs vies si tu continuais à vivre comme tu le fais. Plusieurs vies. Pendant que je choisissais des marques de distributeurs à l'épicerie et que je rapiéçais des vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux, il était assis sur une fortune qui aurait pu tout changer, qui aurait pu payer les spécialistes dont j'avais besoin mais que je ne pouvais pas me permettre. Qui aurait pu réparer le système de chauffage qui me laissait grelotter pendant les nuits d'hiver? Qui aurait pu nous donner la vie dont nous avions autrefois rêvé? On aurait pu voyager, ai-je murmuré. On aurait pu voir l'Europe, comme on en parlait toujours. Tu supportais à peine une sortie à Paris, a-t-il ricané. Qu'est-ce que tu ferais en Europe? Te plaindre de la nourriture et t'inquiéter du taux de change? Chaque mot était conçu pour blesser, pour me rappeler ma place dans sa hiérarchie nouvellement construite. Je n'étais pas une partenaire qui méritait l'honnêteté. J'étais un passif à gérer, un fardeau qui pourrait interférer avec son génie financier. Cet après-midi-là, alors que Gérard était sorti pour ce qu'il prétendait être un rendez-vous chez le médecin mais que je soupçonnais maintenant être une réunion avec son conseiller en investissement, j'ai appelé notre fille Sophie à Vincennes. « Maman ?» Sa voix semblait distraite, comme si je l'avais interrompue. « Tout va bien? J'ai besoin de te demander quelque chose. Est-ce que ton père t'a déjà parlé d'argent, d'investissement, de quoi que ce soit concernant notre situation financière? » Il y eut une pause qui dura trop longtemps. « Qu'est-ce que tu veux dire? Sophie, ma chérie, est-ce qu'il t'a dit que nous avions de l'argent? Plus d'argent que je ne le sais? » Une autre pause, puis, doucement. « Maman, je ne peux pas vraiment discuter des affaires de papa avec toi. C'est entre vous deux. » Mon cœur s'est serré. Elle savait. Notre fille était au courant de la fortune secrète de Gérard et me l'avait cachée, probablement à sa demande. De combien de conversations familiales avais-je été exclue? Combien de décisions concernant ma propre vie avaient été prises sans moi dans des pièces où je n'étais pas autorisée à entrer? Depuis quand sais-tu? Maman, tu me mets dans une position très difficile. Depuis quand, Sophie? Un soupir qui portait des années de culpabilité.
quelques années, peut-être plus. Papa a dit que l'argent te rendait anxieuse, que c'était mieux pour ta santé si tu n'étais pas au courant des investissements. Il a dit que tu te rendrais malade à essayer de tout gérer. Mieux pour ma santé. Comme si la pauvreté, le stress et le sentiment de ne rien valoir étaient bons pour la santé de quiconque. Comme si être trompé par sa propre famille était une sorte de traitement médical. Je dois te laisser, maman. Les enfants ont besoin de dîner, et Thomas travaille encore tard. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, me laissant regarder notre vieux téléphone à cadran. Une relique de l'époque où nous ne pouvions pas nous permettre de le changer, où chaque dépense devait être justifiée et débattue. Sauf qu'apparemment, elle n'avait pas besoin d'être justifiée. Du moins, pas pour moi. J'ai ensuite essayé d'appeler notre fils Mathieu, mais je suis tombée directement sur sa messagerie. Sa voix enregistrée, si semblable à celle de son père, me demandait de laisser un message, et j'ai failli le faire. J'ai failli déballer tout ce que j'avais découvert, toute la blessure, la confusion et la trahison. Mais à quoi bon? Si Sophie savait et avait gardé le secret, il y avait de fortes chances que Mathieu fasse aussi partie du complot. C'est là que la vraie solitude m'a frappée. Pas seulement l'absence de compagnie, mais la prise de conscience que j'avais vécue dans une réalité différente de celle de tous les autres membres de ma famille. Pendant que je luttais avec les budgets d'épicerie et que je me sentais coupable de chaque petit achat, ils connaissaient tous la vérité. Ils m'avaient regardé m'inquiéter, me priver et me refuser des conforts de base, et personne n'avait jugé bon de me dire que ce n'était pas nécessaire. J'ai passé le reste de l'après-midi à parcourir notre appartement avec un nouveau regard. Les meubles usés pour lesquels je m'étais excusée lorsque nous recevions des invités. Le manteau que je portais depuis 8 hivers parce que nous ne pouvions pas nous permettre un nouveau. Les médicaments sur ordonnance dont j'avais sauté des doses pour faire durer les flacons plus longtemps. Chaque sacrifice avait été inutile, joué pour un public qui savait mais me laissait continuer quand même. Quand Gérard est rentré ce soir-là, il était d'une humeur inhabituellement bonne. Il sifflotait en accrochant sa veste, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Bonne journée. Ai-je demandé depuis la cuisine, où je préparais les cuisses de poulet bon marché que j'avais achetées en promotion. Très bonne. Le marché a été clément avec moi ces derniers temps. Il s'est installé dans sa chaise à notre petite table, dépliant une serviette avec la précision de quelqu'un qui ne se demande jamais s'il mérite de belles choses. Ça sent bon ici. Gérard. J'ai appelé Sophie aujourd'hui. Sa fourchette s'est arrêtée en chemin vers sa bouche. Ah oui? Elle est au courant de tes investissements. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil tendu. Dehors, je pouvais entendre la télévision des voisins à travers les murs fins, les rires enregistrés d'une sitcom qui semblait se moquer de nous. Je lui avais demandé de ne rien dire, a-t-il dit finalement. Pourquoi? Parce que je te connais, Hélène. Tu aurais trouvé un moyen de t'en inquiéter, de compliquer les choses. De cette façon, tu pouvais simplement vivre ta vie sans stress. Sans stress? J'ai posé mon verre d'eau plus fort que nécessaire. Je suis stressée par l'argent depuis des décennies. J'ai perdu le sommeil à m'inquiéter des factures, de la retraite, de ce qui arriverait si l'un de nous tombait malade et avait besoin d'un traitement coûteux. Eh bien, maintenant tu peux arrêter de t'inquiéter. Mais je ne pouvais pas arrêter de m'inquiéter parce que je ne savais pas qu'il n'y avait rien à craindre. Ma voix montait malgré mes efforts pour rester calme. Ne vois-tu pas à quel point c'est cruel, me laisser souffrir alors qu'il n'y avait aucune raison? Il a soupiré, le long soupir d'un homme patient face à une femme déraisonnable. Je te protégeais. De quoi? De faire des erreurs, de vouloir dépenser de l'argent pour des bêtises, d'interférer avec des stratégies d'investissement que tu ne comprendrais pas. Voilà encore, la supposition que j'étais trop stupide, trop émotive, trop femme pour gérer des informations financières. Peu importait que j'ai géré notre budget familial pendant des décennies, étirant chaque euro jusqu'à ce qu'il crie. Peu importait que j'ai eu plusieurs emplois et que je n'ai jamais fait de chèque sans provision ou manqué un paiement. Rien de tout cela ne comptait parce que Gérard avait décidé qu'on ne pouvait pas me faire confiance avec la vérité sur notre propre situation financière. Quel genre de bêtises pensais-tu que je voudrais acheter? Je ne sais pas. Des vêtements, probablement. De la nourriture chère?
Peut-être que tu voudrais aider les enfants avec leurs prêts immobiliers ou quelque chose d'aussi inutile. Aussi inutile. Aider nos enfants qui luttaient avec des prêts étudiants, les frais de garde et toutes les mêmes pressions financières que nous avions autrefois connues, était inutile pour lui. S'assurer que nos petits-enfants avaient ce dont ils avaient besoin était stupide. Prendre soin de la famille, la chose que j'avais passé toute ma vie d'adulte à faire, était un gaspillage d'argent selon Gérard. De combien d'argent parlons-nous exactement? Il a hésité, coupant son poulet en petits morceaux précis. Assez. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras ce soir. Je l'ai regardé à travers notre petite table, cet homme qui était devenu un étranger portant le visage de mon mari. Le Gérard que j'avais épousé n'aurait jamais accumulé de la richesse en me laissant me sentir pauvre. Le Gérard que j'avais épousé aurait été excité de partager de bonnes nouvelles, de planifier des aventures, de construire une vie meilleure ensemble. Ce Gérard-là me voyait comme un obstacle à gérer, un problème à résoudre par la tromperie. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à nouveau. Mais cette fois, je n'étais pas seulement blessée et confuse. J'étais en colère. 40 ans de mariage, 51 ans de vie commune, et il avait si peu d'estime pour moi qu'il pouvait réécrire toute notre réalité sans consultation. Il pouvait me regarder souffrir inutilement et appeler ça de la protection. Il pouvait m'exclure des décisions concernant ma propre vie et appeler ça de la sagesse. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui m'a effrayée plus que tout ce qui m'avait jamais fait peur dans ma vie. J'ai appelé le barreau de Bobigny et j'ai demandé une recommandation pour un avocat spécialisé en affaires financières familiales. Mes mains tremblaient en composant le numéro qu'ils m'ont donné, et ma voix s'est brisée quand j'ai expliqué que j'avais besoin d'aide pour comprendre les avoirs financiers de mon mari. Madame Morel, la secrétaire de l'avocat, a dit gentiment « Maître Lefebvre peut vous recevoir jeudi à 14 heures. Est-ce que cela vous convient ?» Convenable. Rien dans cette situation n'était convenable, mais j'ai dit oui quand même, parce que pour la première fois depuis des années, j'allais obtenir des réponses qui n'étaient pas filtrées par la perception de Gérard de ce que je pouvais gérer. Mercredi soir, Gérard a de nouveau travaillé tard sur le carrelage de la salle de bain. Le son de son marteau résonnait à travers nos murs fins, ponctué de grognements satisfaits quand il positionnait un carreau juste comme il faut. J'étais assise dans notre salon, entourée de relevés bancaires et de documents fiscaux que j'avais trouvés cachés dans le tiroir de son bureau, essayant de reconstituer l'ampleur de sa tromperie. Les chiffres étaient stupéfiants. Des portefeuilles d'actions valant des centaines de milliers d'euros. Des avoirs en crypto-monnaie qui avaient multiplié leur valeur au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Des investissements immobiliers dans des quartiers émergents qui avaient rapporté de façon spectaculaire. Et au centre de tout cela, un homme qui avait laissé sa femme croire qu'ils étaient à une urgence près du désastre financier. J'ai trouvé des registres de paiement de dividendes qui dépassaient mon revenu annuel de ces emplois de nettoyage. Des intérêts et des plus-values qui auraient pu payer les procédures médicales que j'avais évitées parce que nous ne pouvions pas nous le permettre. Des rendements sur investissement qui auraient pu financer les études supérieures de nos petits-enfants. Des vacances dans des endroits que je n'avais vus que dans les magazines. Une retraite confortable qui n'exigeait pas de choisir entre se chauffer et manger. Mais ce qui faisait le plus mal, c'étaient les notes manuscrites de Gérard éparpillées dans les dossiers. Des rappels à lui-même pour garder les transactions cachées, des instructions à son courtier pour maintenir des comptes séparés, des plans d'investissement qui m'excluaient spécifiquement de toute connaissance ou bénéfice. Il ne s'était pas contenté de me cacher de l'argent. Il avait activement travaillé pour s'assurer que je ne le découvrirais jamais, que je n'y participerais jamais, que je ne profiterais jamais de la richesse qu'il accumulait. Une note, attachée avec un trombone à un relevé de dividendes particulièrement important, m'a brisé le cœur. Maintenir Hélène concentrée sur la gestion du foyer. Elle est meilleure pour la pensée à petite échelle. Ceci requiert une vision qu'elle n'a pas. Penser à petite échelle. Après des décennies à faire des miracles avec chaque euro, à trouver des moyens de créer du confort et de la sécurité à partir de presque rien, à construire un foyer et à élever des enfants avec un budget dérisoire, il avait réduit mon intelligence et mes capacités à de la pensée à petite échelle. Les mêmes compétences qui nous avaient maintenus à flot pendant son chômage, qui avaient entretenu notre foyer et nos relations familiales,
qui avaient créé de la chaleur et de l'amour avec très peu d'argent, étaient jugées insignifiantes. Jeudi après-midi, j'étais assise dans le bureau de Maître Lefebvre dans le centre de Montreuil, entourée de livres de droit et de diplômes encadrés, me sentant plus petite que jamais. Il était plus jeune que mon fils Mathieu, avec des yeux bienveillants et une façon de parler douce qui me rappelait les médecins qui m'avaient annoncé de mauvaises nouvelles au fil des ans. « Madame Morel, sur la base de ce que vous m'avez apporté, votre mari a accumulé des actifs importants pendant votre mariage. En France, vous avez des droits légaux à l'information sur les biens matrimoniaux, quel que soit le nom figurant sur les comptes. Des droits légaux, ai-je répété. Les mots sonnaient étranges dans ma bouche. Votre mari ne peut légalement vous cacher des actifs, et il ne peut certainement pas prendre de décisions financières majeures concernant les biens matrimoniaux sans votre consentement. Ce qu'il a fait n'est pas seulement moralement discutable, c'est potentiellement illégal. J'ai pensé à Gérard à l'étage de notre appartement, posant soigneusement des carreaux sur le compartiment secret où il avait caché les preuves de son autre vie. Quelle ironie qu'il ait littéralement enterré sa tromperie sous le sol de notre salle de bain, un endroit que je fréquentais tous les jours sans savoir que je marchais sur des mensonges. Que puis-je faire? Plusieurs choses. Nous pouvons demander une divulgation financière complète. Nous pouvons demander une expertise comptable pour déterminer exactement quels actifs existent et quand ils ont été acquis. Nous pouvons explorer vos options pour protéger vos intérêts, y compris une séparation de corps si c'est quelque chose que vous souhaitez envisager. Séparation de corps. Les mots flottaient dans l'air comme un oiseau que j'avais peur d'attraper. Après 51 ans de mariage, étais-je vraiment en train d'envisager la fin de tout ce que nous avions construit ensemble? Mais je me suis souvenu de cette note, maintenir Hélène concentrée sur la gestion du foyer, et j'ai réalisé que ce que nous avions construit était peut-être un mensonge depuis le début. Je dois réfléchir à cela, ai-je dit à Maître Lefebvre, en rassemblant mes papiers avec des mains qui tremblèrent légèrement. Bien sûr. Mais Madame Morel, je veux que vous compreniez quelque chose. Vous méritez l'honnêteté de votre conjoint. Vous méritez d'être traitée comme une partenaire égale dans votre mariage. La dissimulation financière est une forme de violence, et vous n'avez pas à l'accepter simplement parce que vous l'avez acceptée pendant longtemps. Violence. Je n'avais jamais pensé au secret de Gérard en ces termes, mais en rentrant en bus à travers la banlieue, regardant les quartiers familiers défiler par la fenêtre, j'ai commencé à comprendre ce que l'avocat voulait dire. Gérard m'avait fait souffrir inutilement. Il m'avait privé de ressources qui auraient pu améliorer ma vie, ma santé, mon bonheur. Il m'avait menti systématiquement, avait recruté nos enfants dans sa tromperie, et m'avait fait me sentir sans valeur et encombrante, alors que nous avions plus qu'assez d'argent pour vivre confortablement. Si ce n'était pas de la violence, qu'est-ce que c'était? Ce soir-là, j'ai surpris Gérard en train de compter à nouveau des billets dans la cuisine, des billets de 100 et de 50, triés en piles bien nettes comme s'il jouait à une partie élaborée de Monopoly. Quand il m'a vu le regarder, il n'a pas eu la grâce d'avoir l'air embarrassé. Au lieu de cela, il a glissé l'argent dans la poche de sa veste avec un sourire satisfait. « Bonne journée sur les marchés », a-t-il dit. « J'ai vu un avocat aujourd'hui. » Le sourire a disparu si rapidement que j'ai failli le manquer. Son visage est devenu complètement vide, comme autrefois quand son patron l'appelait dans son bureau pour des réunions qui ne se passaient jamais bien. Quel genre d'avocat? Le genre qui connaît les lois sur les biens matrimoniaux. Le genre qui peut m'aider à comprendre ce que j'ai légalement le droit de savoir sur nos finances. Gérard a posé sa tasse de café très soigneusement, comme si des mouvements brusques pouvaient briser quelque chose d'important. « Hélène, tu es mélodramatique. Nous n'avons pas besoin d'avocat dans notre mariage. Nous n'avions pas non plus besoin de tromperie dans notre mariage, mais nous y voilà. Je t'ai dit que je te protégeais. De quoi exactement? De pouvoir me payer des médicaments quand j'étais malade? D'acheter des vêtements qui m'allaient bien? D'aider nos petits-enfants avec leurs frais d'études? De quel horrible sort me protégeais-tu? » Il s'est levé, sa chaise raclant le sol avec un bruit de craie sur un tableau noir. « Tu ne comprends rien à l'argent. Tu n'as jamais compris. Si je t'avais parlé des investissements, tu aurais trouvé des moyens de tout dépenser en bêtises. Comme quoi? Comme aider chaque parent avec chaque histoire triste. Comme acheter des choses chères dont nous n'avons pas besoin. Comme, il a fait un geste vers notre appartement miteux,
rénover cet endroit alors qu'il est très bien comme il est. Très bien. Notre appartement avec son papier peint qui s'écaille et son chauffage en panne, ses carreaux fissurés et ses appareils électroménagers anciens, était très bien pour que j'y vive pendant qu'il accumulait une richesse qui aurait pu nous acheter une maison dans un bon quartier. C'était très bien pour moi d'endurer l'inconfort et la privation pendant qu'il jouait au génie de la bourse en secret. Et les voyages? Et voir le monde comme on en parlait avant? Qu'est-ce que tu ferais à Paris? Te plaindre de la barrière de la langue? T'inquiéter des dépenses? Tu n'es pas faite pour ce genre de vie, Hélène. Pas faite pour ce genre de vie. Après des décennies de mariage, mon mari avait décidé que je n'étais pas assez sophistiquée pour la vie que son argent pouvait acheter. J'étais assez bonne pour nettoyer des appartements, élever des enfants et gérer des budgets familiaux avec 3 francs 6 sous, mais je n'étais pas digne de voyages en première classe, de bons restaurants ou du genre de retraite dont j'avais rêvé. Depuis combien de temps les enfants savent? Sa pause fut une réponse suffisante, mais il a essayé de la minimiser quand même. J'ai mentionné quelques investissements à Mathieu l'année dernière quand il s'inquiétait de son prêt immobilier. Sophie l'a découvert quand elle m'a aidé à configurer mes services bancaires en ligne. Et vous avez tous décidé que je ne devais pas savoir. Nous avons décidé que tu n'avais pas besoin d'être accablé par des informations financières compliquées. Accablé. Connaître la vérité sur ma propre vie était un fardeau que je ne pouvais pas supporter. Être traitée comme une partenaire égale dans mon mariage était trop compliqué pour mon esprit simple. Recevoir les mêmes informations que mes enfants adultes dépassait mes capacités. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais excusée auprès de mes amis pour notre style de vie modeste, expliquant que nous avions un revenu fixe, que nous devions faire attention. J'ai pensé aux événements caritatifs que j'avais manqués parce que je ne pouvais pas me permettre des vêtements appropriés, aux célébrations familiales où j'étais venue avec des cadeaux faits maison, alors que tout le monde apportait des cadeaux achetés en magasin. J'ai pensé à la honte que j'avais portée, au sentiment que nous échouions d'une manière ou d'une autre, que nous prenions du retard pendant que tout le monde prospérait. Tout cela était inutile. Tout cela était joué pour un public qui savait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu me résoudre à dormir dans notre chambre. Au lieu de cela, je me suis fait un lit sur le canapé du salon, m'enveloppant dans le plaid que ma mère avait crocheté il y a 40 ans. À travers les murs fins, je pouvais entendre Gérard bouger à l'étage, se demandant probablement pourquoi je ne l'avais pas suivi au lit comme je l'avais fait chaque nuit pendant un demi-siècle. J'ai pensé à ma mère, décédée depuis 15 ans maintenant, et je me suis demandé ce qu'elle aurait dit de la tromperie de Gérard. Elle avait grandi pendant la Grande Dépression, elle comprenait la valeur de l'argent et l'importance de l'honnêteté dans un mariage. Elle avait compté ses sous parce qu'elle le devait, pas parce que son mari lui cachait une fortune pour son propre bien. Un mariage est un partenariat, disait-elle souvent. Si une personne prend toutes les décisions, ce n'est pas un mariage. C'est un emploi. Et un emploi peut toujours être résilié. Un emploi. Est-ce ce que j'étais devenue aux yeux de Gérard? Une employée dont le travail était la gestion du foyer, dont la performance était assez adéquate pour être gardée, mais qui n'avait pas besoin de connaître les finances de l'entreprise? Étais-je une aide ménagère qui se trouvait partager son lit, assez utile pour être entretenue, mais pas assez précieuse pour qu'on lui fasse confiance avec des informations importantes? Le lendemain matin, Gérard est descendu timidement, comme s'il n'était pas sûr de l'accueil qu'il recevrait. J'étais déjà habillée, assise à notre table de cuisine avec une tasse de café et le journal du matin étalé devant moi. « Tu as dormi sur le canapé ?» a-t-il observé. « Oui, ça n'a pas dû être confortable. » Ça ne l'était pas. Il s'est versé du café et s'est assis en face de moi, mais il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la porte, comme s'il planifiait une issue de secours. « Hélène, je pense que nous devons parler. Je pense que nous aurions dû parler il y a une 20aine d'années, mais tu as décidé que je ne pouvais pas le supporter. Tu es en colère. Je suis furieuse. Que puis-je faire pour arranger ça? » La question m'a prise au dépourvu. En 51 ans de mariage, Gérard n'avait jamais demandé ce qu'il pouvait faire pour arranger quoi que ce soit. Les problèmes étaient soit ignorés jusqu'à ce qu'ils disparaissent, soit déclarés insolubles et abandonnés. L'idée que ma colère était quelque chose qui pouvait être traité, plutôt qu'enduré ou rejeté, était complètement étrangère à notre relation. Tu peux commencer par me dire exactement combien d'argent nous avons. Il s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise avec la franchise. C'est compliqué.
Reconstruire la confiance après des décennies de mensonges aussi, mais nous y voilà. Une longue pause. Puis, environ 2 millions dans divers investissements. Peut-être un peu plus, selon la performance du marché. 2 millions d'euros. Pendant que je rationnais les médicaments sur ordonnance et que je faisais mes achats dans les friperies, nous étions millionnaires. Pendant que je faisais des ménages qui détruisaient mes genoux et que je m'inquiétais de la façon dont nous paierions notre retraite, nous avions assez d'argent pour vivre confortablement pour le reste de nos vies. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance avec cette information? Parce que... Une autre pause. Parce que j'avais peur que tu veuilles tout donner. À qui? Aux enfants. À des œuvres de charité. À n'importe qui avec une histoire triste. Tu as le cœur tendre, Hélène. Tu l'as toujours eu. Tu verrais quelqu'un dans le besoin et tu voudrais aider, et avant même qu'on s'en rende compte, on serait de retour à vivre d'une paye à l'autre. Cœur tendre. Il le disait comme si c'était un défaut de caractère, quelque chose de honteux qui devait être géré. La même qualité qui avait fait de moi une bonne mère, une bonne voisine, une bonne épouse, était maintenant la raison pour laquelle on ne pouvait pas me faire confiance avec des informations sur ma propre sécurité financière. Ça aurait été si terrible? Aider les gens? Oui. La véhémence de sa voix nous a surpris tous les deux. Oui, ça aurait été terrible. Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour accumuler autant d'argent? Sais-tu avec quel soin j'ai dû investir? Combien de risques j'ai dû calculer? Je ne vais pas regarder tout ça disparaître parce que tu as pitié de tout le monde avec un problème. Voilà, enfin. La vérité sous tous ces discours sur la protection, le fardeau et les questions financières compliquées. Il avait peur que je donne son argent. Pas notre argent, son argent, accumulé grâce à son génie et son travail acharné, menacé par ma stupide compassion féminine. Alors tu m'as laissé souffrir plutôt que de risquer que je sois généreuse. Je t'ai laissé vivre comme tu as toujours vécu plutôt que de risquer que tu prennes des décisions stupides qui nous auraient impactés tous les deux. Comme j'ai toujours vécu. Comme si ma pauvreté avait été un choix, une préférence, quelque chose que j'avais sélectionné dans un menu d'options de style de vie. Comme si travailler à plusieurs emplois et me priver de confort de base avait été une bizarrerie personnelle, plutôt que le résultat d'une nécessité économique. Et les enfants? Sont-ils sur ton testament? Bien sûr qu'ils sont sur mon testament. Ce sont mes enfants. Suis-je sur ton testament? La question est restée suspendue entre nous comme une épée. Le visage de Gérard a traversé plusieurs expressions. Surprise, calcul, quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, avant de se fixer sur une colère défensive. Quelle sorte de question est-ce là? Le genre de question qu'une femme pose à son mari quand elle découvre qu'il lui cache des millions d'euros depuis des décennies. Tu es ma femme. Bien sûr que j'ai tout prévu pour toi. Comment as-tu tout prévu pour moi? Suis-je traitée comme une héritière à part égale? Est-ce que j'hérite de tout si tu meurs le premier? Ou est-ce qu'on me donne une sorte d'allocation pendant que le gros de l'héritage va aux enfants? Son silence était une réponse suffisante. Je vois. J'ai plié le journal soigneusement, marquant chaque pli avec la précision que Gérard utilisait quand il comptait son argent secret. Donc je ne suis pas vraiment ta partenaire. Je suis plutôt une personne à charge qui doit être gérée et pour qui il faut prévoir, mais à qui on ne peut pas faire confiance avec la pleine propriété. Ce n'est pas si simple. Ça me semble très simple. Tu as décidé que je n'étais pas assez intelligente, pas assez digne de confiance, pas assez méritante pour être traitée comme une égale dans notre mariage. Tu as recruté nos enfants pour qu'ils soient d'accord avec cette évaluation. Et tu as structuré toute notre vie financière autour de l'hypothèse que je suis essentiellement une enfant qui a besoin d'un tuteur. Hélène, tu déformes tout. Non, Gérard. C'est toi qui as tout déformé. J'essaie juste de redresser les choses. Cet après-midi-là, alors que Gérard était à ce qu'il prétendait être un rendez-vous médical, mais que je supposais maintenant être une réunion avec son conseiller financier, j'ai appelé notre voisine Jeanne. Elle avait 82 ans, une veuve qui vivait seule dans l'appartement à côté d'une autre et qui avait toujours été gentille avec moi d'une manière qui semblait particulièrement précieuse maintenant. « Jeanne, pourrais-je venir prendre le thé? J'ai besoin de parler à quelqu'un. » « Bien sûr, ma chère, je mets la bouilloire en marche. »
L'appartement de Jeanne était agencé presque exactement comme le nôtre, mais il semblait complètement différent. Là où le nôtre était exigu et miteux, le sien était douillet et accueillant. Elle avait des plantes à chaque fenêtre, des livres empilés sur chaque surface et des photographies couvrant chaque mur. C'était la maison de quelqu'un qui avait pris possession de sa propre vie. « Tu as l'air troublé », dit-elle en s'installant dans son fauteuil préféré avec une tasse de thé Earl Grey. Je lui ai tout raconté. L'argent caché, le complot familial, les décennies de tromperie, l'avocat, le choix impossible entre un mariage construit sur des mensonges et la perspective terrifiante de tout recommencer à 76 ans. Jeanne a écouté sans interruption, hochant parfois la tête ou faisant de petits bruits de sympathie. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment, regardant dans sa tasse de thé comme si elle pouvait y trouver des réponses. « Mon mari est mort il y a 12 ans, dit-elle finalement. Harold. Nous avons été mariés 48 ans, et je pensais tout savoir de lui. Puis il est mort. Et j'ai découvert qu'il avait une liaison depuis les 6 dernières années de sa vie. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Jeanne, je n'en avais aucune idée. Bien sûr que non. Je ne l'ai jamais dit à personne. Mais voici ce que j'ai appris de cette expérience. La personne avec qui j'avais été mariée pendant les 6 dernières années n'était pas mon mari. Mon mari était honnête, fidèle et me traitait comme son égal. L'homme qui est mort dans notre chambre était un étranger qui ressemblait à Harold et avait le numéro de sécurité sociale d'Harold, mais ce n'était pas la même personne. Qu'as-tu fait? J'ai pleuré mon mari, puis je me suis mise en colère contre l'étranger, et puis j'ai réalisé que j'avais un choix. Je pouvais passer le reste de mes années à pleurer le mariage que je pensais avoir eu, ou je pouvais construire une vie basée sur qui j'étais réellement, pas sur qui quelqu'un d'autre avait décidé que je devais être. Elle a fait un geste vers son appartement, vers les livres, les plantes et les photographies qui le rendaient vivant. C'est ma vie maintenant. Pas la vie que Harold voulait pour moi, pas la vie que sa maîtresse pensait que je méritais, mais ma vie. Et tu sais ce que j'ai découvert? Je m'aime beaucoup plus que je n'ai jamais aimé être Madame Harold Dupont. Mais vous avez été mariés 48 ans. Ça ne comptait pas pour quelque chose? Les 42 premières années comptaient pour tout. Elles étaient réelles. Les 6 dernières années étaient une performance qu'il donnait pendant qu'il vivait sa vraie vie ailleurs. Tes 51 ans avec Gérard incluent des décennies où il jouait le rôle de partenaire égal tout en te traitant en réalité comme une employée. Combien de ces années étaient réelles? La question m'a frappée comme de l'eau froide. Depuis combien de temps Gérard prenait-il des décisions unilatérales sur nos vies? Depuis combien de temps accumulait-il de la richesse en me laissant croire que nous luttions? Depuis combien de temps me mentait-il? Et pourquoi avais-je été si prompte à accepter ses explications quand elles me faisaient me sentir petite et stupide? Je ne sais pas par où commencer, ai-je admis. Commence par décider à quoi tu veux que ta vie ressemble. Pas ce que Gérard veut qu'elle ressemble, pas ce que les enfants pensent que tu mérites, mais ce qui te rendrait heureuse. Ensuite, travaille à rebours à partir de là. Ce soir-là, je me suis assise dans notre salon avec un bloc-notes, essayant d'imaginer ce que je voulais. L'exercice était plus difficile qu'il n'aurait dû l'être. Pendant tant d'années, mes désirs et mes besoins avaient été filtrés par l'opinion de Gérard sur ce qui était raisonnable, approprié, dans nos moyens. J'avais tellement pris l'habitude de réduire mes rêves que j'avais presque oublié comment rêver en grand. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais voyager. Pas seulement des week-ends pour rendre visite à la famille, mais de vrais voyages. L'Europe, comme Gérard et moi en parlions quand nous étions jeunes. L'Italie, avec son art, son histoire et sa nourriture qui ne venait pas de conserves ou de boîtes. La France, avec ses musées, ses cafés et sa campagne que j'avais vus dans les films, mais que je ne pensais jamais connaître en personne. Je voulais de beaux vêtements. Pas des vêtements de créateurs chers, mais des choses bien faites qui m'allaient bien et me faisaient me sentir séduisante. J'en avais assez de faire les friperies par nécessité plutôt que par choix. Assez de porter des chaussures jusqu'à ce qu'elles aient des trous. Assez de me contenter de choses qui étaient presque bien, mais pas tout à fait. Je voulais aider nos petits-enfants avec leurs frais d'études, comme j'avais toujours souhaité que nous puissions le faire,
mais que Gérard prétendait que nous ne pouvions pas nous permettre. Je voulais contribuer à des causes qui me tenaient à cœur, sentir que mon argent faisait une différence dans le monde, plutôt que de dormir sur des comptes d'investissement accumulant plus d'argent pour le simple plaisir d'accumuler. Je voulais une maison qui ressemble à une maison plutôt qu'à un endroit où je purgeais une peine. Pas nécessairement un manoir, mais des espaces confortables, beaux et qui reflétaient mes goûts plutôt que ce que Gérard pensait être assez bien pour moi. Surtout, je voulais être traitée comme une personne dont les pensées, les sentiments et les désirs comptaient. Je voulais être consultée sur les décisions qui affectèrent ma vie. Je voulais l'honnêteté au lieu de la gestion, le partenariat au lieu de la protection condescendante. Quand Gérard est rentré ce soir-là, j'étais toujours assise à table avec mon bloc-notes, entourée d'années de relevés bancaires, de documents d'investissement et de papiers de prêt qui peignaient un tableau de richesses cachées et d'opportunités refusées. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-il demandé en accrochant sa veste au dossier de sa chaise. « De la recherche. J'essaie de comprendre exactement ce que tu m'as caché et depuis combien de temps. » Il s'est assis en face de moi, mais il n'a pas croisé mon regard. « Hélène, je sais que tu es contrariée, mais… » J'ai dépassé le stade de la contrariété, Gérard. Je suis au point où je dois prendre des décisions sur mon avenir. Quel genre de décision? Le genre que j'aurais dû prendre depuis le début, si on m'avait donné des informations exactes sur notre situation. J'ai fait glisser un relevé bancaire sur la table vers lui. Il montrait des paiements de dividendes trimestriels qui dépassaient ce que j'avais gagné en un an avec mes ménages. Ça, c'est de 2019. L'année où je travaillais de nuit dans l'immeuble de bureau à Bagnolette, rentrant épuisé chaque matin pendant que tu dormais jusqu'à midi. Tu te souviens de cette année? Il a jeté un coup d'œil au papier et a hoché la tête à contre-cœur. J'ai détruit mes genoux cette année-là. J'avais 67 ans. Je rampais sur les sols de bureau avec un seau de produits de nettoyage parce que je pensais que nous avions besoin d'argent. Pendant ce temps, tu gagnais plus que mon salaire annuel tous les 3 mois juste avec des investissements que tu m'avais cachés. Le travail dans l'immeuble de bureau, c'était ton choix. Basé sur les informations que tu m'as données, tu m'as dit que nous avions du mal. Tu te plaignais de chaque dépense, tu t'inquiétais à voix haute de la façon dont nous gérerions la retraite, tu me faisais sentir coupable pour chaque euro que je dépensais pour quoi que ce soit qui n'était pas absolument essentiel. Bien sûr que j'ai pris le travail de nettoyage. Je pensais que nous étions pauvres. Nous n'étions pas pauvres. Non, tu n'étais pas pauvre. Moi, j'étais pauvre. Parce que tu t'es assuré que je n'avais accès qu'à l'argent que tu pensais que je méritais, ce qui était apparemment juste assez pour survivre. J'ai sorti un autre document, un qui montrait des investissements immobiliers valant plus que la plupart des maisons des gens. Ça, c'est de 2018, l'année où j'ai sauté ma mammographie parce que nous ne pouvions pas nous permettre le ticket modérateur. L'année où j'ai attendu 8 mois pour voir un cardiologue parce que les honoraires du spécialiste semblaient trop chers. Tu te souviens de cette année? Son visage devenait pâle, mais il n'a pas répondu. Je me promenais avec un problème cardiaque qui aurait pu me tuer, Gérard. Parce que tu as décidé que je n'avais pas besoin de savoir que nous pouvions nous permettre tous les soins médicaux dont j'aurais pu avoir besoin. Parce que tu pensais qu'il valait mieux pour moi de m'inquiéter de l'argent que pour toi de partager des informations exactes sur nos finances. Le médecin a dit que ton cœur allait bien. Après 8 mois de douleurs thoraciques qui me tenaient éveillée la nuit. 8 mois à penser que je pourrais mourir, mais ne voulant pas accabler notre famille avec des factures médicales coûteuses. J'étais maintenant debout, bien que je ne me souvienne pas de m'être levée. Les papiers étaient éparpillés sur notre petite table comme des preuves sur une scène de crime, ce qu'ils étaient d'une certaine manière. La preuve d'années volées à ma vie, d'expériences refusées, d'opportunités manquées, de souffrances qui auraient pu être évitées si mon propre mari avait été prêt à être honnête avec moi. Tu m'as laissé souffrir inutilement, ai-je dit doucement, pendant des années, pendant des décennies. Tu m'as regardé faire des travaux qui ont blessé mon corps, m'inquiéter de dépenses qui n'étaient pas de vrais problèmes et me priver de choses que nous pouvions facilement nous permettre. Et tu as choisi de ne pas m'aider parce que tu avais décidé que je ne pouvais pas gérer la vérité sur notre situation. J'essayais de te protéger. De quoi? De pouvoir vivre confortablement? D'avoir des choix,
D'être traitée comme une adulte qui pouvait participer aux décisions concernant sa propre vie? De faire des erreurs qui nous coûteraient tout? Quelles erreurs pensais-tu que je ferais? Donner de l'argent à chaque histoire triste? Acheter des choses dont nous n'avons pas besoin? Faire confiance aux mauvaises personnes pour des conseils en investissement? Alors, à la place, tu as pris des décisions unilatérales sur la quantité d'argent à laquelle je méritais d'avoir accès, les informations que je pouvais gérer, les dépenses qui étaient injustifiées, et le genre de vie pour lequel j'étais assez sophistiquée. Tu es devenu mon tuteur financier sans me consulter, et tu m'as maintenu dans la pauvreté tout en accumulant une richesse qui aurait pu transformer nos deux vies. Il est resté silencieux un long moment, regardant les documents financiers étalés entre nous sur notre table bon marché dans notre cuisine miteuse. Finalement, il a dit « J'ai travaillé dur pour cet argent, Hélène. J'ai fait des recherches sur les investissements, j'ai pris des risques calculés, j'ai pris des décisions intelligentes. Il n'est pas apparu de nulle part. J'ai travaillé dur aussi, Gérard. J'ai eu plusieurs emplois pour soutenir cette famille, quand tu ne pouvais pas ou ne voulais pas. J'ai élevé nos enfants, entretenu notre maison, géré notre budget et pris soin de tes parents quand ils étaient âgés, et j'ai géré toutes les urgences domestiques, les obligations sociales et les rendez-vous médicaux qui ont fait tourner nos vies. Mais apparemment, rien de ce travail ne me donne droit à l'honnêteté sur nos finances, à une participation aux décisions majeures, ou même à un respect de base en tant que partenaire égal dans notre mariage. C'est différent? En quoi est-ce différent? Ce que tu as fait, c'était domestique, des responsabilités familiales. Ce que j'ai fait, c'était des affaires, de l'investissement. Construire de la richesse requiert un autre type d'intelligence. Domestique, responsabilité familiale, 51 ans de mariage, et mes contributions étaient domestiques tandis que les siennes étaient des affaires. Mon intelligence était suffisante pour gérer un foyer, mais pas pour comprendre les investissements. Mon travail était une responsabilité familiale tandis que le sien était la construction de richesses, comme si les familles et la richesse existaient dans des univers complètement séparés. Je vais te poser une question, Gérard, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Est-ce que tu me respectes? La pause fut trop longue, et ce fut une réponse suffisante. Je veux dire, penses-tu que je suis intelligente? Penses-tu que je suis capable de comprendre des informations compliquées et de prendre de bonnes décisions? Penses-tu que je suis une partenaire égale dans notre mariage, qui mérite l'honnêteté et la consultation sur les décisions majeures qui affectent nos deux vies? Une autre pause. Puis, doucement, je pense que tu es bonne dans ce que tu sais faire. Ce qui est quoi, exactement? Prendre soin des gens, gérer les choses du quotidien. Tu es très maternelle. Maternelle. Après des décennies de partenariat, j'avais été réduite à une caractéristique qui était apparemment incompatible avec l'intelligence financière ou l'autorité de décision. J'étais une bonne soignante, ce qui signifiait qu'on ne pouvait pas me faire confiance avec des informations sur les investissements. J'étais maternelle, ce qui signifiait que j'étais trop émotive pour les décisions d'affaires. Et tu ne penses pas que les gens maternels sont assez intelligents pour comprendre l'argent? Je pense que tu as des forces différentes des miennes. Comme quoi? Tu es douée avec les gens. Tu te souviens des anniversaires? Tu sais comment va tout le monde dans la famille, ce que les petits-enfants aiment, qui a besoin d'une attention particulière. Tu fais en sorte que tout le monde se sente bienvenu et pris en charge. Et ces compétences sont incompatibles avec la compréhension des investissements. Comment, exactement? Elles ne sont pas incompatibles. Elles sont justes. Différentes. Je m'occupe de l'argent, tu t'occupes des relations familiales. Chacun fait ce qu'il fait de mieux. Sauf que je n'ai jamais accepté cette division du travail, Gérard. Tu as décidé unilatéralement que je m'occuperais des relations familiales tout en étant maintenue dans l'ignorance de notre situation financière. Tu as fait ce choix pour nous deux sans me consulter et tu l'as maintenu pendant des décennies par la tromperie. Ça a bien fonctionné. Pour qui? Ça a bien fonctionné pour toi, parce que tu as pu accumuler de la richesse pendant que quelqu'un d'autre gérait tout le travail émotionnel de maintien des liens familiaux. Ça a bien fonctionné pour les enfants, parce qu'ils ont eu les avantages d'avoir une mère qui organisait leur vie,
et un père qui pouvait secrètement se permettre d'aider avec les grosses dépenses. Ça a terriblement mal fonctionné pour moi, parce que j'ai dû faire tout le maternage tout en étant traitée comme si j'étais trop stupide pour connaître la vérité sur notre sécurité financière. J'ai rassemblé les documents financiers, les empilant en une pile nette. Je vais passer le week-end chez Jeanne. J'ai besoin de temps pour réfléchir sans que tu essaies de gérer mes réactions ou de me convaincre que les mensonges étaient en réalité de la protection. Hélène, tu réagis de manière excessive. Vraiment? Mon mari m'a caché des millions d'euros pendant des décennies, a recruté nos enfants adultes dans la tromperie et a pris des décisions unilatérales sur tout notre avenir financier en se basant sur sa supposition que je suis trop stupide et impulsive pour qu'on me fasse confiance avec des informations exactes. Quelle serait une réaction appropriée à cette situation? Je n'ai jamais dit que tu étais stupide. Tu n'as pas eu besoin de le dire, Gérard. Tu l'as démontré en me traitant comme si j'étais trop incompétente pour participer aux décisions concernant ma propre vie. Ce week-end chez Jeanne fut la première fois en des années que j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Son appartement était calme d'une manière paisible plutôt que de la manière oppressante dont le nôtre était devenu. Elle préparait des repas choisis pour leur goût plutôt que pour leur économie, mettait de la musique qu'elle appréciait plutôt que ce qui était le moins susceptible d'irriter quelqu'un d'autre, et me traitait comme quelqu'un dont les opinions et les préférences comptaient. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle au petit déjeuner samedi matin. « Je pense que je ne sais plus qui je suis. Pendant si longtemps, je me suis considérée comme quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre des choses, quelqu'un qui devait faire attention à l'argent, quelqu'un dont le mari était stressé par notre situation financière. Maintenant, je découvre que rien de tout cela n'était vrai. Nous sommes riches depuis des années, et je ne le savais tout simplement pas. Qu'est-ce que tu ne savais pas d'autre? La question a ouvert quelque chose en moi que je n'avais pas réalisé être verrouillé. Je ne sais pas ce que j'aime. Je veux dire, je sais ce que j'aime dans les limites de ce que Gérard pense être raisonnable, abordable ou approprié pour quelqu'un comme moi. Mais je ne sais pas ce que je choisirais si ces contraintes n'existaient pas. Comme quoi? La nourriture. Je cuisine toujours des choses économiques et que Gérard mangera sans se plaindre. Mais si je pouvais choisir en fonction de ce que je voulais vraiment essayer, si je pouvais aller dans des restaurants qui servent une cuisine de pays que je n'ai jamais visité, ou acheter des ingrédients qui coûtent plus cher que le bœuf haché et les cuisses de poulet, quoi d'autre? Les vêtements. Je fais mes achats dans les friperies et les magasins discount, et je choisis en fonction de ce qui est pratique et abordable. Mais que porterais-je si je pouvais choisir en fonction de ce qui me faisait me sentir belle? Quelle couleur j'aime vraiment? Quel style me donne confiance en moi? Quoi d'autre? Les voyages. Gérard a toujours dit que nous ne pouvions pas nous permettre d'aller n'importe où qui nécessitait des hébergements coûteux ou des vols internationaux. Mais si nous le pouvions, si je pouvais voir l'art en personne au lieu de simplement dans les livres, si je pouvais manger de la vraie cuisine italienne en Italie, ou me promener dans les musées de Paris, ou voir des paysages que je n'ai fait qu'imaginer, qu'est-ce qui t'empêche de le découvrir? La question était si simple et si compliquée à la fois. Qu'est-ce qui m'en empêchait? L'opinion de Gérard? Son contrôle sur nos finances? Ma propre peur de prendre des décisions pour lesquelles on m'avait dit que je n'étais pas qualifiée? Je ne sais pas comment commencer. Tu commences petit. Tu vas dans un restaurant que tu as toujours voulu essayer et tu commandes quelque chose qui a l'air intéressant, même si c'est cher. Tu vas dans un grand magasin et tu essayes des vêtements qui te plaisent, même s'ils ne sont pas pratiques. Tu prends des brochures de voyage et tu commences à imaginer où tu irais si l'argent n'était pas un problème. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Je suis allée faire du shopping pour le plaisir, plutôt que par nécessité. J'ai pris le métro pour Paris et je me suis promenée aux Galeries Lafayette, touchant les tissus et essayant des vêtements qui attirèrent mon œil plutôt que des vêtements en solde, démarqués ou pratiques pour ma routine quotidienne. Dans le miroir d'une cabine d'essayage de grand magasin, je me suis vue portant une robe bleu tendre qui faisait ressortir la couleur de mes yeux. Elle coûtait plus que ce que je dépensais habituellement en vêtements en 6 mois, mais elle me donnait l'air de quelqu'un qui valait la peine d'être regardé. Pas la vieille femme de quelqu'un ou la mère vieillissante de quelqu'un, mais une femme qui existait pour elle-même, qui méritait de belles choses, qui occupait sa place dans le monde avec confiance.
J'ai acheté la robe. J'ai aussi acheté un rouge à lèvres d'une couleur que j'avais toujours admirée, mais que je ne pensais pas appropriée pour quelqu'un de mon âge, et un petit flacon de parfum qui sentait le jasmin et la possibilité. Sur le chemin du retour en métro vers Montreuil, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre sombre, et je me suis à peine reconnue. La femme qui me regardait en retour semblait plus présente, plus éveillée, plus réelle que la personne qui avait somnambulé à travers sa propre vie pendant la meilleure partie de 20 ans. Dimanche soir, je suis retournée à notre appartement. Gérard attendait dans le salon, assis dans son fauteuil habituel avec une bière et la télécommande. Il a levé les yeux quand je suis entrée et quelque chose dans son expression a changé quand il m'a vue. « Tu as l'air différente. Je me sens différente. Qu'y a-t-il dans le sac de course? Des choses que je voulais. Pas des choses dont j'avais besoin, ou des choses pratiques, ou en solde. Juste des choses que je voulais. » Je suis allée dans notre chambre et j'ai accroché la robe bleue dans mon placard à côté de tous les vêtements informes, sans couleur et pratiques, que j'avais accumulés au fil des ans. Le contraste était saisissant. C'était comme voir une fleur dans un champ de mauvaises herbes, un rappel que la beauté, la couleur et la joie étaient des choix plutôt que des luxes que je ne pouvais pas me permettre. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec ma propre conseillère financière. Pas le courtier de Gérard. Pas quelqu'un qui l'aurait choisi et briefé sur mes limitations, mais quelqu'un qui me donnerait des informations indépendantes sur nos actifs et mes options. Je voulais comprendre exactement ce que nous possédions, quels étaient mes droits légaux, et ce qu'il en coûterait d'établir une indépendance financière si c'est ce que je décidais de faire. La conseillère, une femme nommée Jennifer Martin, m'a reçue dans son bureau dans le centre de Montreuil. Son bureau était couvert de diplômes et de certifications, et ses manières étaient professionnelles mais chaleureuses. « Madame Morel, j'ai examiné les documents que vous avez fournis, et je dois vous dire que votre mari a été moins que transparent sur la situation financière de votre famille. D'après ce que je peux voir ici, vous avez des actifs substantiels qui auraient dû générer des revenus et de la croissance pour vous deux depuis de nombreuses années. À quel point substantiel? Estimation prudente? Entre les portefeuilles d'investissement, les biens immobiliers et les actifs en crypto-monnaie, vous êtes à la tête d'un patrimoine conjugal d'environ 2, 5 à 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Gérard avait minimisé même sa confession, apparemment incapable d'être complètement honnête même lorsqu'il était pris dans des décennies de tromperie. Quelles sont mes options? Plusieurs. Vous pouvez travailler avec votre mari pour restructurer vos finances, afin que vous ayez un accès et un contrôle égaux. Vous pouvez établir des comptes séparés et diviser les actifs équitablement. Si le mariage n'est pas sauvable, vous pouvez demander une séparation de corps ou un divorce, et la loi française prévoit un partage équitable des biens matrimoniaux, ce qui signifie que le patrimoine acquis durant le mariage doit être partagé équitablement, quel que soit le nom sur les comptes. Que recommanderiez-vous? Je vous recommanderais de prendre le temps de décider quel genre de vie vous voulez construire, puis de choisir la structure financière qui soutient ces objectifs. Mais, Madame Morel, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Cet argent vous appartient autant qu'à votre mari. Vous étiez une partenaire à part entière dans ce mariage, même si vous n'étiez pas traité comme tel. Vous avez contribué à la stabilité et au bien-être de la famille, de manière à rendre ces activités d'investissement possibles. Vous avez des droits légaux et moraux sur ces actifs, et vous n'avez besoin de la permission de personne pour les exercer. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Gérard à notre table de cuisine à nouveau. Cette fois, c'était moi qui avais des documents étalés devant moi, et c'était moi qui avais des informations qu'il n'avait pas reçues. J'ai rencontré une conseillère financière aujourd'hui, ai-je dit. Jennifer Martin. Elle est spécialisée dans l'aide aux femmes pour comprendre leurs options financières, après avoir découvert que leur mari prenait des décisions unilatérales sur les actifs matrimoniaux. Le visage de Gérard a traversé plusieurs expressions avant de se fixer sur la résignation. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que nous avons près de 3 millions d'euros d'actifs, pas les 2 millions que tu as mentionnés. Qu'en tant que ta femme, j'ai des droits légaux sur la moitié de tout ce qui a été acquis pendant notre mariage. Que la dissimulation financière est un motif de séparation de corps en France, et que j'ai plusieurs options pour la suite. Quelles options?
Je peux travailler avec toi pour restructurer nos finances afin que nous ayons tous les deux un accès et un contrôle égaux. Je peux créer mes propres comptes et prendre ma part de nos actifs pour la gérer de manière indépendante. Ou je peux demander une séparation de corps et laisser les tribunaux déterminer comment nos biens doivent être partagés. Que veux-tu faire? C'était la première fois de tout notre mariage que Gérard me demandait ce que je voulais faire à propos d'une question financière. La question était si sans précédent que j'ai failli ne pas savoir comment répondre. « Je veux voyager », ai-je dit finalement. « Je veux voir l'Europe, comme on en parlait quand on était jeune. Je veux manger dans des restaurants qui servent une cuisine que je n'ai jamais essayée. Je veux acheter des vêtements qui me rendent jolie. Je veux aider nos petits-enfants avec leurs frais d'études. Je veux contribuer à des causes qui me tiennent à cœur. Je veux vivre comme quelqu'un qui a des choix plutôt que quelqu'un qui doit se contenter de ce qu'on lui donne. » On peut faire ces choses. Vraiment? Parce que depuis 20 ans, chaque fois que j'ai mentionné un voyage, suggéré que nous mangions quelque part de plus chic ou voulu aider les enfants avec leurs dépenses, tu m'as expliqué pourquoi ce n'était pas pratique, abordable ou approprié. Tu m'as entraîné à réduire mes désirs, à accepter moins, à être reconnaissante pour tout ce que tu décidais que je méritais. J'étais financièrement responsable. Tu étais financièrement contrôlant. Il y a une différence. J'ai sorti une feuille de papier où j'avais écrit quelques calculs que Jennifer m'avait aidé à faire. Ceci montre quels ont été nos revenus d'investissement au cours des 5 dernières années. Juste les dividendes et les intérêts, sans compter les plus-values ou l'appréciation. Ce seul revenu aurait soutenu un style de vie confortable pour nous deux, y compris les voyages, les dons de bienfaisance et l'aide aux membres de la famille. Gérard a étudié les chiffres et je pouvais le voir calculer, essayant probablement de trouver comment minimiser l'impact de l'information. Mais si nous avions dépensé cet argent, il n'aurait pas été disponible pour le réinvestissement. Les comptes n'auraient pas augmenté au même rythme. Et alors? Nous avons 76 et 78 ans, Gérard. Nous ne sommes pas des jeunes de 25 ans qui construisent un patrimoine pour l'avenir. Nous sommes l'avenir. C'est le moment où nous étions censés profiter des ressources que nous avons accumulées pendant nos années de travail. Au lieu de cela, tu nous as fait vivre comme des retraités démunis, pendant que notre argent dort sur des comptes générant plus d'argent que nous n'utiliserons jamais. Et si tu tombes malade et as besoin de soins coûteux? Alors nous utiliserons une partie de nos 3 millions d'euros pour les payer. Et si tu tombes malade? Et si l'un de nous meurt demain? Et si nous passions les 5 prochaines années à vivre comme des mendiants pour découvrir que nous avons gâché nos dernières années en bonne santé alors que nous aurions pu voir le monde, aider notre famille et profiter des fruits de décennies de travail et d'épargne? Les questions semblaient le laisser véritablement perplexe, comme s'il n'avait jamais envisagé que l'argent puisse servir à être utilisé plutôt qu'à être accumulé. Il m'est venu à l'esprit que Gérard s'était peut-être tellement concentré sur la construction de la richesse qu'il avait oublié pourquoi les gens construisent de la richesse en premier lieu. J'ai pris quelques décisions, ai-je poursuivi. J'ouvre mon propre compte en banque et je transfère la moitié de nos actifs liquides dessus. Je me fais cotitulaire sur tous les comptes d'investissement et je mets en place un accès automatique à un revenu mensuel de nos portefeuilles. Je prévois également un voyage en Italie à l'automne, et j'y vais que tu viennes avec moi ou non. L'Italie, Florence, Rome, peut-être Venise, tous les endroits dont nous parlions de visiter. J'ai 76 ans, Gérard. Si j'attends que tu décides que je suis assez sophistiquée pour un voyage international, je serai trop vieille pour en profiter. Tu partirais combien de temps? 2 semaines, peut-être 3. Assez longtemps pour voir de l'art. Manger de la vraie cuisine italienne et me souvenir de ce que c'est que de se réveiller excité par la journée à venir. Ça a l'air cher. C'est cher. C'est aussi facilement abordable, compte tenu de notre situation financière. La question n'est pas de savoir si nous pouvons nous le permettre. La question est de savoir si tu vas soutenir ma décision d'utiliser notre argent pour quelque chose qui m'apportera de la joie ou si tu vas essayer de m'en dissuader comme tu m'as dissuadé de tout ce que j'ai jamais voulu. Il est resté silencieux un long moment, regardant les documents financiers éparpillés entre nous. Finalement, il a dit « Je pourrais venir avec toi. » L'offre m'a surprise. « Tu veux venir avec moi? » Je ne sais pas. Peut-être. Je n'ai jamais vraiment pensé à voyager à l'étranger.
Parce que tu étais trop occupé à cacher de l'argent à ta femme. Parce que j'étais concentré sur la construction de la sécurité pour notre avenir. Gérard, nous sommes en sécurité. Nous ne sommes pas seulement en sécurité, nous sommes riches. Nous avons plus d'argent que la plupart des gens rêvent d'en avoir. Nous pourrions voyager en première classe, séjourner dans des hôtels de luxe, manger dans les meilleurs restaurants, et il nous resterait encore plus d'argent que nous ne pourrions en dépenser en plusieurs vies. La seule chose qui nous empêche de profiter de notre richesse est ton incapacité à croire que nous méritons d'en profiter. « Je le mérite », a-t-il dit sur la défensive. « J'ai travaillé pour ça. » Alors pourquoi as-tu vécu comme si nous étions pauvres? La question l'a arrêté net. Il est resté assis là pendant plusieurs minutes, l'air vraiment confus, comme s'il n'avait jamais envisagé la déconnexion entre l'accumulation de richesses et le fait d'en bénéficier réellement. « Je ne sais pas », a-t-il dit finalement. « Je suppose que j'avais peur de la perdre. » La perdre comment? Nous ne parlons pas de tout dépenser pour un achat extravagant. Nous parlons d'utiliser un petit pourcentage de nos actifs pour améliorer notre qualité de vie. Nous parlons de laisser notre argent travailler pour nous au lieu de nous faire travailler pour notre argent. Et si le marché s'effondre? Alors nous aurions toujours plus d'argent que la plupart des gens n'en ont quand le marché se porte bien. Gérard, nous pourrions perdre la moitié de nos actifs demain et être encore millionnaires. Nous pourrions faire toutes les erreurs financières que tu as peur que je fasse et vivre encore confortablement pour le reste de nos vies. Cela semblait le surprendre sincèrement. Vraiment? Vraiment. Ta stratégie d'investissement a été si réussie que nous pourrions nous permettre de faire des erreurs importantes et être encore bien. Nous pourrions nous permettre d'être généreux avec les membres de notre famille, de donner de l'argent à des causes qui nous tiennent à cœur, de dépenser pour des choses qui nous apportent de la joie, et nous aurions encore plus de sécurité financière que 99% de la population. J'ai vu quelque chose changer dans son expression alors, comme s'il voyait notre situation clairement pour la première fois. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Parce que tu as été si concentré sur l'accumulation et la protection de la richesse que tu as oublié pourquoi les gens veulent être riches en premier lieu. La plupart des gens ne veulent pas d'argent pour le plaisir d'avoir de l'argent, Gérard. Ils veulent de l'argent parce qu'ils achètent la liberté, les choix, les expériences, la sécurité, la capacité d'aider les gens qu'ils aiment. Tu as si bien réussi à accumuler de l'argent que tu pourrais te permettre d'être incroyablement généreux et mourir encore riche. Mais au lieu de cela, tu as choisi de thésauriser des ressources que nous n'utiliserons jamais, tout en nous privant tous les deux des expériences et des opportunités que l'argent était censé fournir. Au cours des semaines suivantes, quelque chose a commencé à changer dans notre foyer. Gérard a commencé à me demander mon avis sur des choses pour lesquelles il ne m'avait jamais consulté auparavant. Il me montrait les relevés d'investissement au lieu de les cacher. Il parlait de possibilités de voyage au lieu de les rejeter comme étant peu pratiques. Mais le changement semblait timide, performatif, comme s'il essayait de me convaincre d'abandonner mes plans d'indépendance plutôt que de reconsidérer sincèrement son approche de notre mariage et de nos finances. Quand j'ai mentionné la création de mes propres comptes, il a trouvé des raisons pour lesquelles ce serait compliqué. Quand j'ai parlé du voyage en Italie, il a suggéré des alternatives moins chères qui seraient plus pratiques pour des gens de notre âge. Il est devenu clair que Gérard était prêt à faire de petits ajustements pour éviter des changements plus importants, mais il n'était pas prêt à modifier fondamentalement la dynamique de pouvoir qui avait caractérisé notre mariage pendant des décennies. Il était prêt à partager plus d'informations avec moi, mais il voulait toujours conserver le contrôle ultime sur les décisions financières. Il était prêt à dépenser plus d'argent pour notre style de vie, mais uniquement pour les dépenses qu'il approuvait et dans des montants qu'il considérait comme raisonnables. Le déclic s'est produit lors d'une conversation sur les frais d'études de nos petits-enfants. Notre fille Sophie avait mentionné que leur aînée, Emma, regardait les universités mais aurait besoin d'une aide financière pour se permettre les frais de scolarité de ses écoles préférées. « Nous devrions l'aider avec ça », ai-je dit à Gérard lors d'un dîner. « Aider comment? Payer ses frais de scolarité, couvrir son logement et sa nourriture. S'assurer qu'elle peut aller dans l'école de son choix sans obtenir son diplôme avec une dette massive. » Gérard a posé sa fourchette avec la précision minutieuse qui signifiait généralement qu'il était sur le point d'expliquer pourquoi quelque chose était impossible. Ça coûterait une fortune.
Ça coûterait moins que ce que nous gagnons en revenus d'investissement en 6 mois. Mais si nous payons pour l'éducation d'Emma, nous devrons payer pour l'éducation de tous les petits-enfants. C'est 6 enfants, Gérard. Même dans les universités publiques, nous parlons de centaines de milliers d'euros. Nous avons des millions d'euros, Gérard. Nous pourrions payer pour que les 6 petits-enfants fréquentent des universités privées, et il nous resterait encore plus d'argent que la plupart des familles n'en accumulent jamais. Mais s'ils ne l'apprécient pas? Et si l'éducation gratuite les rend paresseux ou suffisants? Et s'ils choisissent des écoles chères juste parce que quelqu'un d'autre paie? Et s'ils devenaient médecins, enseignants ou ingénieurs parce qu'ils ont pu faire des études sans s'endetter? Et s'ils se souvenaient de leurs grands-parents comme des personnes qui ont rendu leurs rêves possibles? Et si notre argent faisait réellement quelque chose de significatif au lieu de simplement rester sur des comptes à grossir sans but? Il doit y avoir un but. L'argent sans but est gaspillé. Le but est de permettre aux gens que nous aimons de construire une vie meilleure. Le but est de donner à nos petits-enfants des opportunités que nous n'avons pas eues. Le but est d'utiliser nos ressources pour rendre le monde un peu meilleur pour les gens qui nous sont chers. Et s'ils gâchent ces opportunités? Alors nous aurons essayé d'aider, et nous aurons toujours plus d'argent que nous ne pourrons en dépenser de notre vivant. Gérard, tu as tellement peur de faire une erreur avec notre argent que tu fais la plus grosse erreur de toutes. Tu ne l'utilises pour rien qui compte. Cette conversation a semblé cristalliser quelque chose pour nous deux. Gérard a réalisé que sa peur des erreurs financières était devenue plus puissante que son désir de profiter des fruits de son succès. Et j'ai réalisé que j'avais demandé la permission d'utiliser de l'argent que j'avais tout à fait le droit d'utiliser, et que cela ne changerait jamais à moins que j'arrête de demander et que je commence à agir. Le lendemain, j'ai ouvert mon propre compte courant dans une autre banque. Je n'ai pas demandé la permission de Gérard ni expliqué mon raisonnement. Je suis simplement entrée à la BNP avec une pièce d'identité et les documents de nos actifs, et j'ai ouvert un compte à mon seul nom. Ensuite, j'ai appelé Jennifer, ma conseillère financière, et j'ai mis en place des virements automatiques qui me donneraient un accès direct aux revenus des investissements et à une partie de nos économies. Quand Gérard a découvert ce que j'avais fait, il était plus en colère que je ne l'avais vu depuis des années. Tu ne peux pas simplement prendre de l'argent sans en discuter avec moi d'abord. Je n'ai pas pris ton argent, Gérard. J'ai pris mon argent. L'argent auquel j'ai légalement droit en tant que ta femme et partenaire. L'argent qui aurait dû être à ma disposition depuis des décennies, mais qui ne l'était pas parce que tu as décidé qu'on ne pouvait pas me faire confiance avec. C'est du vol. Non, c'est de l'équité. Pour la première fois de notre mariage, j'ai accès à des ressources financières qui sont légitimement miennes. Pour la première fois, je peux faire des achats et prendre des décisions sans avoir à les justifier à quelqu'un qui me ment sur notre situation financière depuis des années. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tout ce que je veux. Peut-être que j'achèterai des vêtements qui ne viennent pas des friperies. Peut-être que je mangerai dans des restaurants que tu trouves trop chers. Peut-être que je réserverai ce voyage en Italie que tu viennes avec moi ou non. Peut-être que j'aiderai Emma avec ses frais d'études, puisque son grand-père pense apparemment que son éducation ne vaut pas la peine d'investir. Tu ne peux pas simplement prendre des décisions financières unilatérales. L'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. Je ne peux pas prendre de décisions financières unilatérales? Gérard, tu prends des décisions financières unilatérales depuis tout notre mariage. Tu as décidé des informations que je pouvais avoir, des dépenses qui étaient justifiées, du style de vie que je méritais, des portions de nos actifs auxquels je pouvais accéder. Tu as recruté nos enfants dans un complot pour me maintenir ignorante de notre situation financière. Tu as pris toutes les décisions financières majeures pendant des décennies sans me consulter. Et maintenant tu es contrarié parce que j'ai eu accès à de l'argent qui a toujours été légalement le mien? C'est différent. En quoi est-ce différent? Parce que je sais ce que je fais avec les investissements. Je comprends comment gérer l'argent correctement. Et pas moi? Tu n'as jamais montré d'intérêt pour la gestion financière auparavant, parce que tu ne m'as jamais donné accès à des finances à gérer. Tu ne peux pas exclure quelqu'un de la participation aux décisions et ensuite prétendre que son manque d'expérience justifie une exclusion continue. Ce soir-là, j'ai montré à Gérard les brochures de voyage que j'avais collectées. Des circuits en Italie qui comprenaient des musées d'art, des cours de cuisine et des visites guidées de sites historiques.
des hébergements qui semblaient confortables plutôt qu'économiques, des itinéraires qui privilégiaient l'expérience au budget. Ça a l'air cher, a-t-il dit en feuilletant les pages glacées. C'est cher. C'est aussi exactement le genre d'expérience de voyage dont je rêve depuis 30 ans, mais que je n'ai jamais pensé pouvoir me permettre. On pourrait trouver des circuits moins chers. Pourquoi? Nous pouvons facilement nous permettre ces circuits. La seule raison de choisir des options moins chères serait si les plus chères ne valaient pas le coup, pas si nous ne pouvions pas nous les permettre. Mais si nous dépensons de l'argent pour des voyages coûteux, nous aurons moins d'argent pour d'autres choses. Quelles autres choses, Gérard? Pourquoi économisons-nous? Nous sommes dans nos 70 ans. Nous n'achetons pas de maison, ne créons pas d'entreprise, ne mettons pas d'enfants à l'école. Nous n'accumulons pas de richesses pour les générations futures parce que nous ne prévoyons pas de laisser tout notre patrimoine à des œuvres de charité. Nous économisons de l'argent pour économiser de l'argent, ce qui n'est pas vraiment un but. Et si l'un de nous a besoin de soins médicaux prolongés? Alors nous utiliserons une partie de nos 3 millions d'euros pour les payer. Même si l'un de nous avait besoin d'1 million d'euros de soins médicaux, il nous resterait assez d'argent pour vivre confortablement, voyager à l'international et aider nos petits-enfants avec leurs frais d'études. Tu es imprudente avec notre sécurité financière. Non, Gérard, je suis enfin réaliste quant à notre sécurité financière. Tu as si bien réussi à construire un patrimoine que nous pourrions nous permettre d'être ce que tu considères comme imprudent et être encore financièrement en sécurité. Nous avons assez d'argent pour prendre des risques calculés, pour être généreux, pour privilégier les expériences à l'accumulation. 2 matins plus tard, j'ai réservé le voyage en Italie. Vol en première classe, hébergement de luxe, visite guidée de musées d'art et de sites historiques, cours de cuisine en Toscane, dégustation de vin dans de petits villages dont je n'avais lu que dans les livres. C'était tout ce dont j'avais rêvé et plus cher que toutes les vacances que nous avions jamais prises. Quand j'ai dit à Gérard ce que j'avais fait, il a regardé les emails de confirmation en silence pendant un long moment. Le coût total est plus que ce que nous dépensions en 1 an, a-t-il dit finalement. Le coût total est inférieur à ce que nous gagnons en revenus d'investissement en 6 semaines. Et Gérard, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de finalement prioriser mon bonheur et mes rêves au lieu de toujours les reporter pour une urgence future imaginaire. Et si je ne veux pas aller en Italie, alors j'irai seule. J'ai 76 ans. Si j'attends que tu veuilles partager des expériences avec moi, je serai trop vieille pour en profiter. Tu voyagerais vraiment à l'étranger seule à ton âge? Des millions de personnes voyagent à l'étranger à mon âge, Gérard. L'âge ne disqualifie personne pour voir le monde à moins qu'on ne le laisse faire. Cela sembla le surprendre. J'ai réalisé qu'il nous avait considérés comme des personnes âgées trop vieilles pour l'aventure, plutôt que comme des personnes qui avaient enfin accumulé les ressources pour poursuivre les expériences dont nous avions rêvé quand nous étions plus jeunes. « Je pourrais vouloir venir avec toi, » dit-il timidement. « Tu es le bienvenu. Mais j'y vais que tu viennes ou non. Ce voyage ne dépend pas de ta participation ou de ton approbation. » Quelque chose a changé dans son expression alors, comme s'il me voyait clairement pour la première fois depuis des années. « Tu es vraiment différente maintenant. » « Je ne suis pas différente, Gérard. J'agis simplement enfin comme quelqu'un qui a des choix au lieu de quelqu'un qui doit accepter ce que les autres décident qu'elle mérite. » Les semaines précédant le voyage en Italie furent étranges. Gérard semblait partagé entre le désir de contrôler mes plans et celui d'y participer. Il faisait des suggestions sur des hébergements plus économiques, puis demandait ce que nous ferions à Florence. Il se plaignait du coût des vols en première classe, puis cherchait des restaurants italiens qu'il pensait que nous devrions essayer. Finalement, 3 semaines avant le départ, il a dit « Je veux venir avec toi. » Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu voies l'Italie sans moi. Tu as eu 50 ans pour planifier des voyages avec moi, Gérard. Pourquoi maintenant? Il est resté silencieux un long moment, regardant par la fenêtre de notre cuisine, l'escalier de secours et les murs de briques qui avaient encadré notre vue pendant des décennies. Parce que je pense que j'ai eu peur des mauvaises choses. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais peur de perdre de l'argent, de faire de mauvais investissements ou de dépenser des ressources pour des choses qui ne dureraient pas. Mais je pense que j'aurais dû avoir peur de ne pas vivre, de laisser la peur nous empêcher de profiter de ce pourquoi nous avions travaillé,
de gaspiller les années où nous étions encore assez en bonne santé pour voyager et essayer de nouvelles choses. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'avais reçue de Gérard depuis des décennies. Et ce n'était même pas une excuse directe. Mais c'était la reconnaissance que son approche de nos finances et de notre mariage avait été erronée, ce qui était plus de perspicacité que je n'en attendais de sa part. « Tu peux venir », ai-je dit. « Mais je ne change pas l'itinéraire pour accommoder tes préférences. Ce voyage est planifié autour de ce que je veux voir, faire et expérimenter. Si tu veux participer, tu es le bienvenu, mais tu ne peux pas le modifier pour le rendre plus confortable, économique ou pratique. Ça semble juste. » Juste. Après des décennies de décisions unilatérales sur nos finances et notre style de vie, Gérard reconnaissait enfin que j'avais le droit de prendre quelques décisions unilatérales moi-même. Le voyage en Italie nous a transformés tous les deux, mais de différentes manières. Pour moi, c'était la confirmation que j'étais capable de naviguer dans le monde de manière indépendante, que je pouvais profiter d'expériences complètement en dehors de ma zone de confort précédente, que je méritais la beauté, l'aventure et le luxe. Pour Gérard, cela semblait être une révélation que l'argent pouvait acheter des choses qui en valaient la peine, que dépenser des ressources pour des expériences pouvait être aussi précieux que de les économiser pour des besoins futurs théoriques. À Florence, nous nous sommes tenus devant le David de Michel-Ange, et j'ai vu le visage de Gérard changer alors qu'il découvrait un art qu'il n'avait vu qu'en photo. En Toscane, nous avons suivi un cours de cuisine où nous avons appris à faire des pâtes à partir de rien, et je l'ai vu rire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. À Rome, nous avons mangé dans des restaurants qui servaient une nourriture qui était une révélation, et je l'ai vu découvrir des saveurs et des textures qu'il n'avait jamais connues. C'est à ça que sert l'argent, ai-je dit un soir alors que nous étions assis sur la terrasse de notre hôtel à Venise, regardant le coucher de soleil peindre les canaux dans des tons d'or et de rose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce sentiment. Cette expérience d'être dans un endroit magnifique, de manger de la nourriture au goût incroyable, de voir de l'art à couper le souffle, de sentir que le monde est plein de possibilités. C'est pour ça que les gens veulent être riches, Gérard. Pas pour avoir de gros chiffres sur des comptes d'investissement, mais pour avoir accès à des expériences, des opportunités et une beauté qui donnent l'impression que la vie vaut la peine d'être vécue. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, parce que tu étais tellement concentré sur l'accumulation d'argent que tu as oublié que l'argent est censé être un outil, pas une fin en soi. Tu as si bien réussi à gagner de l'argent que tu as oublié pourquoi tu le gagnais. À notre retour d'Italie, quelque chose avait changé dans notre relation. Pas tout. Gérard était toujours enclin à remettre en question les dépenses et à prendre des décisions unilatérales. Mais je n'étais plus disposée à m'en remettre à ses jugements sur ce que je pouvais me permettre ou sur les types d'expériences appropriées pour quelqu'un de mon âge. J'ai utilisé mon propre argent pour aider Emma avec ses frais d'études, et quand Gérard s'y est opposé, je lui ai rappelé que c'était de l'argent que j'avais légalement le droit de dépenser comme je le voulais. J'ai fait des dons à des causes qui me tenaient à cœur, acheté des vêtements qui me rendaient séduisante, mangé dans des restaurants qui servaient la cuisine que je voulais essayer. J'apprenais, à 76 ans, à prioriser mes propres préférences et désirs au lieu de me ranger automatiquement à l'avis de Gérard sur ce qui était raisonnable ou pratique. Le plus grand test est survenu 6 mois après notre retour d'Italie, lorsque Sophie a appelé pour nous dire qu'elle et son mari envisagèrent de divorcer. Leur mariage était tendu depuis des années par les pressions financières et les exigences professionnelles, et ils luttaient avec les coûts de la thérapie de couple et les frais de justice. On pourrait les aider, ai-je dit à Gérard ce soir-là. Aider comment? Payer la thérapie de couple. Couvrir les frais de justice s'ils décident de divorcer. Aider Sophie avec les frais de logement si elle doit déménager. S'assurer que notre fille a les ressources dont elle a besoin pour prendre les meilleures décisions pour sa famille, au lieu d'être contrainte à des choix par des contraintes financières. Ça pourrait coûter des dizaines de milliers d'euros. Ça pourrait coûter 100 000 euros. Et nous serions encore millionnaires. Gérard, c'est notre fille. Si nous ne pouvons pas utiliser notre argent pour aider nos enfants à traverser des crises de vie majeures, quel genre de parents sommes-nous? Et si l'argent ne résout pas leurs problèmes? Alors au moins, nous aurons essayé d'aider. Et notre fille saura que ses parents valorisaient son bonheur et son bien-être
plus qu'il ne valorisait le fait de garder de l'argent sur des comptes d'investissement. Et si les aider les rend dépendants de nous? Et si ne pas les aider les fait se sentir abandonnés et non soutenus pendant l'une des périodes les plus difficiles de leur vie? Après une longue pause, Gérard a dit « Combien penses-tu que nous devrions offrir ?» C'était la première fois qu'il me demandait mon avis sur une décision financière majeure, au lieu de me dire quelle était sa décision. C'était la première fois qu'il me traitait comme une partenaire dont il respectait le jugement plutôt que comme une dépendante dont il évaluait les demandes. Tout ce dont ils ont besoin, ai-je dit. On commence par les frais de thérapie et on verra ce qui se présente. On ne fixe pas de limites arbitraires basées sur ce que nous pensons qu'ils devraient avoir besoin. On aide et on continue d'aider jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin d'aide. C'est un chèque en blanc. C'est ce que les parents font pour leurs enfants quand ils ont les ressources pour le faire. Nous avons fini par dépenser 47 000 € pour aider Sophie à traverser son divorce, thérapie, frais de justice, caution pour un nouvel appartement, frais de garde d'enfants pendant qu'elle retournait à l'école pour une formation supplémentaire qui améliorerait son potentiel de revenus. C'était plus d'argent que nous n'avions jamais dépensé pour quoi que ce soit, à l'exception de notre appartement, et c'était le meilleur investissement que nous ayons jamais fait. Non pas parce que cela garantissait un résultat particulier. Le mariage de Sophie n'était pas sauvable, malgré des mois de thérapie, mais parce que cela a permis à notre fille de prendre des décisions basées sur ce qui était le mieux pour sa famille, plutôt que sur ce qu'elle pouvait se permettre. Cela lui a permis de mettre fin à un mariage malheureux avec dignité, plutôt que d'être piégée par le désespoir financier. Cela a permis à nos petits-enfants de maintenir une stabilité pendant une transition difficile, au lieu d'être contraints à la pauvreté, parce que leurs parents ne pouvaient pas se permettre une représentation légale. Plus important encore, cela nous a permis d'être le genre de parents que nous avions toujours voulu être, mais que nous ne pouvions pas nous permettre d'être quand nous pensions que l'argent était rare. Pour la première fois de notre relation, nous avons pu aider notre enfant sans considérer le coût, sans peser ses besoins contre notre propre sécurité financière, sans la faire se sentir coupable d'avoir besoin d'aide. « Merci », a dit Sophie quand le pire de la crise était passé et qu'elle était installée dans son nouvel appartement avec un travail qu'elle aimait et un arrangement de garde qui fonctionnait pour tout le monde. Je sais que c'était beaucoup d'argent. Ce n'était pas trop, lui ai-je dit. C'était exactement le bon montant. Et Sophie, je veux que tu saches que ton père et moi sommes tous les deux fiers de la façon dont tu as géré une situation difficile. Tu as pris de bonnes décisions, tu as priorisé le bien-être de tes enfants et tu as demandé de l'aide quand tu en avais besoin. C'est exactement ce que nous espérons que tu ferais. Je me sentais mal de demander de l'argent. Tu n'as pas demandé d'argent, ma chérie. Tu as demandé de l'aide. Il y a une différence. Après que nous ayons raccroché, Gérard a dit « Ça fait du bien ». Qu'est-ce qui a fait du bien? Pouvoir aider. Pouvoir résoudre des problèmes avec de l'argent au lieu de créer des problèmes en n'ayant pas d'argent. C'est ce que nous faisions avant? Créer des problèmes en n'ayant pas d'argent que nous avions en fait? Je pense que oui. Il est resté silencieux un moment. Je pense que j'étais tellement inquiet de ne pas avoir assez d'argent que j'ai oublié que nous étions censés utiliser l'argent pour rendre la vie meilleure. Pour nous-mêmes et pour les gens que nous aimons. Pour nous-mêmes et pour les gens que nous aimons, a-t-il convenu. Cette conversation a eu lieu il y a 2 ans. Depuis, Gérard et moi avons voyagé en France, en Espagne et au Maroc. Nous avons aidé nos 6 petits-enfants avec leurs frais d'études. Nous avons fait des dons à des causes qui nous tiennent à cœur, mangé dans des restaurants qui privilégient l'expérience à l'économie, et déménagé dans un bel appartement à Boulogne-Billancourt avec vue sur la Seine et de l'espace pour que nos petits-enfants viennent nous voir confortablement. Gérard a encore du mal à dépenser de l'argent pour des choses qu'il considère inutiles, mais il n'essaie plus de m'empêcher de dépenser de l'argent pour des choses que je considère importantes. Nous avons trouvé un équilibre qui nous permet à tous les deux de nous sentir financièrement en sécurité, tout en utilisant réellement nos ressources pour améliorer notre qualité de vie et soutenir les gens que nous aimons. Plus important encore, nous avons appris à nous traiter comme des partenaires égaux dans notre mariage. Gérard me consulte maintenant sur les décisions d'investissement et je le consulte sur les dépenses importantes. Nous avons tous les deux accès à toutes les informations financières
et nous avons tous les deux des fonds discrétionnaires que nous pouvons utiliser sans avoir besoin de l'approbation de l'autre. Ce n'est pas parfait. 50 ans de dynamiques financières inégales ne disparaissent pas du jour au lendemain, et Gérard agit encore parfois comme si la richesse nécessitait sa protection plutôt que notre plaisir. Mais c'est considérablement mieux que la relation que nous avions quand je vivais dans une pauvreté artificielle, pendant qu'il accumulait une richesse secrète. Surtout, j'ai appris que je n'ai besoin de la permission de personne pour prioriser mon propre bonheur et mon bien-être. Je n'ai pas besoin de justifier le désir de belles expériences, d'un environnement confortable ou de la capacité d'aider les gens que j'aime. J'ai passé assez de ma vie à différer mes rêves aux opinions des autres sur ce que je mérite. Le mois dernier, j'ai commencé à planifier notre prochain voyage. Le Japon, au printemps, pour voir les cerisiers en fleurs et découvrir une culture complètement différente de tout ce que nous avons rencontré auparavant. Quand j'ai montré à Gérard les brochures de voyage, il n'a pas posé de questions sur le coup. Au lieu de cela, il a demandé ce que nous ferions à Tokyo et s'il pensait qu'il aimerait la cuisine japonaise. « Je pense que tu apprécieras d'essayer quelque chose de complètement nouveau », lui ai-je dit. « Je pense que tu découvriras que tu es plus aventureux que tu ne le croyais. »« Je pense que tu as raison », a-t-il dit. « Je pense que je suis plus aventureux qu'auparavant. » Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que la dissimulation financière est une forme de violence psychologique, même lorsqu'elle est motivée par de bonnes intentions. Ce que j'ai appris, c'est qu'un partenariat exige l'honnêteté et qu'un mariage exige de se traiter comme des égaux capables de prendre de bonnes décisions. Ce que j'ai appris, c'est que l'argent sans but n'est que des chiffres sur une page, mais que l'argent utilisé pour créer des expériences, aider les gens et construire une vie qui vaut la peine d'être vécue est l'un des outils les plus puissants que nous ayons. Ce que j'ai appris, c'est qu'on n'est jamais trop vieux pour changer les dynamiques fondamentales d'une relation, et qu'on n'est jamais trop vieux pour commencer à prioriser son propre bonheur et ses propres rêves. J'ai maintenant 78 ans. Gérard en a 80. Nous ne savons pas combien d'années il nous reste pour voyager, découvrir de nouvelles choses et profiter de la richesse que nous avons accumulée au cours de décennies de travail et d'épargne. Mais nous savons que ces années seront passées à vivre pleinement, plutôt qu'à thésauriser des ressources pour un avenir imaginaire qui pourrait ne jamais arriver. Si vous êtes dans une relation où quelqu'un d'autre contrôle l'accès aux ressources financières, où les décisions importantes sont prises sans votre avis, où vos rêves sont rejetés comme étant peu pratiques ou inappropriés, je veux que vous sachiez que vous méritez mieux. Vous méritez l'honnêteté, le partenariat, le respect et le droit de participer aux décisions concernant votre propre vie. Vous n'êtes jamais trop vieux pour exiger un meilleur traitement, pour établir une indépendance financière, pour poursuivre des expériences qui vous apportent de la joie. L'argent est un outil pour construire la vie que vous voulez, pas un score à accumuler pour le plaisir d'accumuler. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes trop vieux, trop inexpérimenté ou trop émotif pour gérer des informations financières. Ne laissez personne vous traiter comme si vous n'étiez pas assez sophistiqué pour la vie que votre argent pourrait vous acheter. Ne laissez personne vous maintenir dans une pauvreté artificielle tout en accumulant une richesse qui pourrait transformer votre expérience du monde. Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, déjà découvert qu'un conjoint ou un partenaire cachait des actifs importants? Vous êtes-vous déjà retrouvé à vivre comme si vous ne pouviez pas vous permettre des expériences qui étaient en fait bien dans vos moyens financiers? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, partager ces expériences nous aide à réaliser que nous ne sommes pas seuls et que la dissimulation financière est plus courante que nous pourrions le penser. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner. Cela m'aide à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'elles méritent l'honnêteté, le partenariat et le droit de profiter des ressources qu'elles ont contribué à créer. Merci d'avoir écouté mon parcours de la tromperie à la libération. Votre vie vaut la peine d'être vécue pleinement, quel que soit votre âge. Vos rêves valent la peine d'être poursuivis, peu importe ce que les autres pensent que vous méritez. Votre bonheur compte, et vous n'avez besoin de la permission de personne pour le prioriser. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi.